Et oui, allez, on termine notre tour d'horizon des candidats de la première circonscription avec Olivier Taoumi, le candidat républicain à droite, Rassemblement National. Fera-t-il mieux que son prédécesseur Jérôme Arbour qui avait recueilli 5,40% des suffrages lors des législatives d'il y a 2 ans? Entre-temps, les élections européennes sont passées par là. Le RN est arrivé en tête en Guyane, dissolution de l'Assemblée nationale. Et cette question, l'union des droites d'Éric Ciotti et Jordan Bardella aura-t-elle le même succès ici en Guyane qu'au niveau national? Pour en parler donc, Olivier Taoumi est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour la Guyane. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Olivier Taoumi. On va d'abord rester sur la situation guyanaise et après on parlera ensuite de ce qui se passe au niveau national. Mais qu'est-ce qui a motivé votre choix, Olivier Taoumi, de vous présenter pour ces élections législatives ? Bien, merci beaucoup. Mais avant de répondre à votre question, si vous permettez, comme je ne suis pas un vieux briscard de la politique guyanaise, moi j'ai pas fait 14 ou 20 ans de mandat pour certains et je ne suis pas dans la vie politique depuis 30 ans pour d'autres. Je voudrais me présenter, je voudrais que vos auditeurs puissent savoir qui est Olivier Taoumi. Alors Olivier Taoumi a 64 ans aujourd'hui, je suis né au Maroc, je suis donc afrodescendant, j'ai fait des études supérieures à Bordeaux, Sciences Po et droit, je suis double diplômé, j'ai 3 Master 2 en droit et diplôme de sciences politiques en parallèle. Ensuite j'ai enseigné le droit constitutionnel, on y viendra parce que comme ça va être une assemblée de cohabitation extrêmement tendue, il faut quelqu'un qui connaisse, qui sache comment fonctionne la Ve République. Moi, je l'ai enseigné, je le sais, puisque je l'ai étudié et je l'ai enseigné. Ensuite, j'ai été magistrat, 20 ans, dont 2 ans à l'autorité de la concurrence à Paris, où j'ai traité de très gros dossiers, les ententes, les abus de position dominante à l'échelle nationale. Ensuite, j'ai été avocat par choix. Quand je suis arrivé président du tribunal, j'ai dit maintenant j'arrête pour l'État, je vais travailler pour moi. Et j'ai beaucoup travaillé en Guyane, j'ai traité de très gros dossiers en Guyane, vous le savez. J'ai ensuite dirigé votre aéroport de 2018 à 2021, c'est-à-dire j'ai géré tout le Covid. J'ai dirigé la Chambre de commerce et d'industrie et j'ai conseillé Monsieur Serville jusqu'au mois d'avril 2023. Voilà, j'ai un parcours guyanais dense, je connais le social, je connais la situation juridique de la Guyane puisque j'étais magistrat, je connais très très bien l'économie guyanaise parce que j'ai dirigé la Chambre de commerce et je connais bien évidemment le ressort politique de la Guyane, puisque j'ai été très proche à un moment donné du président de l'exécutif guyanais. Ça, c'était pour votre parcours professionnel. Elle était où la politique durant toutes ces années-là? Dans vos engagements déjà, premièrement, Olivier Taoumi. Où est-ce que vous vous situiez à l'époque, finalement, avant de vous présenter cette fois-ci? Écoutez, entre 2002 et 2016, j'avais mis la politique de côté. Je me suis occupé de ma famille, de ma carrière. Voilà, bien sûr, j'avais une culture juridique forte et politique surtout, mais en 2016, j'ai décidé par contre de réadhérer. J'ai pris un engagement auprès des Républicains. C'était le gros débat sur la présidentielle pour savoir qui allait aller. Donc moi, mon candidat, c'était Juppé, c'était pas Monsieur Fillon. Et voilà, les choses se sont passées de telle manière. Et puis après, donc je suis resté adhérent. Je ne participais pas vraiment au débat parce que j'avais pas le temps. Vous savez, quand j'étais à la Chambre de commerce, je dirigeais la Chambre de commerce le matin et l'aéroport l'après-midi. Et j'étais en plus le directeur des affaires juridiques de la Chambre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'avocat, c'est moi qui faisais l'avocat. J'avais 3 métiers, je faisais 3 boulots pour le même salaire. Et donc comment est-ce que vous en arrivez à vous présenter pour ces élections législatives, Olivier Taoumi? Qu'est-ce qui a motivé votre choix de vous lancer dans la bataille? Parce que c'est le moment. Je pense que ça va être compliqué pour la France. La dissolution hâtive et précipitée prononcée par M. Macron, à mon sens, c'est une faute politique. Pour quelle raison? Parce qu'on ne fait pas ça, juste parce que les Européennes ne nous ont pas été favorables. À 15 jours ou 3 semaines des Olympiades, le monde entier, la planète entière va nous regarder. Et de toute façon, il n'y avait aucune raison de ne pas non plus laisser aux gens le temps de dire, voilà, il aurait pu le dire. Il aurait pu dire le 9 juin, écoutez, je prends acte. Je vous informe que je dissoudrai l'Assemblée nationale au mois de septembre. Préparez-vous parce que je veux un vrai débat politique. Je veux que tout le monde puisse s'exprimer. Nous laisser 19 jours de débat, c'est une honte parce que tout le monde a couru d'abord derrière toute l'organisation matérielle d'une campagne. C'est très lourd, une organisation matérielle d'une campagne. Je le dis pour tous mes concurrents. Oui, bien sûr. Vraiment, on a tous du mérite d'être là parce que mettre en place une campagne en quelques jours, ça montre pour chacun de nous, les 5, même les 5 de la deuxième, que je salue, notre capacité à nous organiser et réagir rapidement. Donc déjà, les 10 candidats ont tous démontré une capacité à s'organiser et à réagir. Elle est où votre cohérence politique, Olivier Taoumi? Vous l'avez dit il y a quelques années, finalement, vous étiez proche de la tendance Juppé au sein des LR, qui ont, on va dire, la tendance centriste de la droite républicaine française. Ce n'est pas la ligne que vous avez choisie pour vous présenter à ces élections avec Éric Ciotti et Jordan Bardella. Finalement,
Qu'est-ce qu'il reste du Olivier Taoumi d'il y a quelques années, en quelque sorte? Il reste l'efficacité, le pragmatisme. Comme je l'ai dit ici à votre micro, je vais être la vigie républicaine, je vais être la sentinelle républicaine. Donc, les valeurs d'Olivier Taoumi sont intactes, absolument intactes. Vous savez, dans une majorité, vous avez une aile gauche, vous avez un centre, dans une même majorité, et vous avez la droite de la majorité. Moi, je serai l'aile gauche de cette majorité, c'est-à-dire je serai la frontière par laquelle tout acte discriminatoire, tout acte raciste, toute loi qui serait liberticide ne passera pas, parce que non seulement je voterai contre, mais j'irai dire pourquoi je vote contre. Donc vous craignez qu'il y ait des atteintes aux libertés publiques, des choses qui soient dites sur le racisme si le Rassemblement national arrive au pouvoir? Je suis sûr qu'il n'y en aura pas, je suis même convaincu. Alors pourquoi vous parlez de vigie républicaine? Parce que il faut y être, parce qu'on peut toujours avoir un député qui va venir présenter une proposition de loi, il ne se rend pas compte les conséquences, et il faut donc être là. Et voilà, mon rôle, ça va être ça. Donc mon rôle, c'est à la fois de donner une majorité à ce Premier ministre qui va être choisi dans cette majorité, parce que la France a besoin de stabilité, donc je suis dans l'efficacité, et en même temps, je suis dans la démocratie. Mes valeurs sont très clairement affirmées, et je serai véritablement une sentinelle républicaine. Et enfin, je serai le porte-parole de la Guyane, parce que dans la Ve République, surtout en cas de cohabitation, parce que tout le monde sait qu'il y aura une cohabitation, là maintenant il faut qu'on arrête de dire c'est de la politique fiction, là on est dans le réalisme. Monsieur Macron n'aura pas de majorité, donc ça sera, il y aura une cohabitation, et très vraisemblablement avec le groupe auquel je vais appartenir. Il faut donc que je puisse tous les jours rappeler à cette majorité qu'il y a une Guyane. Et c'est pour cela que mon parcours de juriste me le permettra. Je vais aller à la commission des lois. Moi, je ne vais pas aller discuter un petit bout d'amendement par-ci, par-là. Pour quelle raison la commission des lois? Parce que la commission des lois fait les lois. Et la Ve République, c'est le gouvernement qui maîtrise les lois. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale est détenu par le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui fait l'ordre du jour, qui envoie l'ordre du jour. L'Assemblée nationale ne fait que travailler sur l'ordre du jour. Donc, et l'ordre du jour du Premier ministre, il passe d'abord, évidemment, par sa majorité, voilà. Et c'est là que je veux être. Je vais être là, et à chaque fois, et je le dis très clairement aux Guyanais, et je le dis aux chefs d'entreprise surtout, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je vais être véritablement celui qui va distiller dans chaque loi une disposition favorable à l'économie guyanaise et au social en Guyane. Systématiquement, à chaque fois que je pourrai, et je ne vais pas attendre qu'il y ait des amendements. Moi, c'est déjà le projet de loi qui va être présenté au Conseil des ministres, qui va passer à l'avis au Conseil d'État, il va déjà contenir mes propositions. Pourquoi je dis ça? Parce que d'aventure, s'il y a du 49.3, mes propositions seront déjà inscrites dans la loi. Ce ne sera pas des amendements qui vont être écartés, fragilisés ou nettoyés par le 49.3. Donc, je serai à la commission des lois. Moi, je n'irai pas dans la commission Outre-mer, on ne fait que voyager. Je n'irai pas à Bakou. Je resterai entre la Guyane et Paris. Et je serai un rat de bibliothèque. Je vais bosser dans la commission des lois pour faire avancer toutes les dispositions nécessaires pour rattraper les 40 ans de retard de la Guyane. Moi, je ne parle pas de 10 ans, pas de 20 ans. 40 ans de retard en Guyane. Olivier Taoumi, vu que vous avez expliqué que vous vouliez porter la parole finalement de la Guyane, est-ce que votre camp politique est vraiment le meilleur pour que la Guyane existe sur l'échiquier politique de l'Hexagone? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que, et c'est pas moi qui le dis, une des forces du Rassemblement national, c'est justement de marcher droit, la culture du chef ou les voix dissidentes, elles sont quand même assez inexistantes. Là pour le coup, énorme différence avec la gauche où tout le monde parle et se contredit quand même assez souvent. Est-ce que du coup vous pensez pouvoir exister véritablement et parler des spécificités de la Guyane si vous êtes élu, évidemment? Je crois que le parti qui a fait élire les Domiens au Parlement européen, c'est d'abord le RN. Donc les spécificités existent. Voilà. La gauche, on l'a eu, M. Hollande, 2012-2017. Qu'est-ce qui a avancé en Guyane entre 2012 et 2017? On a eu M. Jospin, 97-2002. Qu'est-ce qui a avancé en Guyane? Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que la Guyane, non seulement elle n'avance pas, mais elle régresse. Si vous lisez les journaux guyanais de 1970, il y avait des industries en Guyane. On embouteillait notre propre Coca-Cola, on faisait du chocolat, on faisait du savon, on faisait tout ici. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des supermarchés. On est des consommateurs qui allons tous les samedis au supermarché pour remplir le caddie. Cette Guyane-là, des années 70, elle est où? Bien. Mais il fait quoi Olivier Taoumi, du coup, candidat aux législatives, pour relancer cette production guyanaise? Eh bien, justement, voilà, on y va. Donc, l'économie. Premièrement, la première chose que je voudrais faire, c'est de créer une zone franche globale en Guyane, c'est-à-dire neutraliser l'impôt sur les sociétés et faire en sorte que cet impôt sur les sociétés reste pour partie dans les caisses des entreprises pour leur donner de l'air, de l'oxygène au niveau de la trésorerie pour qu'elles puissent
à nouveau investir. Alors, on ne va pas investir dans les industries des années 70, on va investir dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles économies. Et puis, l'autre partie, je voudrais augmenter le taux de CFE, la contribution foncière des entreprises, qui va directement dans les caisses des intercommunalités et des communalités pour que les communes aient plus d'argent. Aujourd'hui, les communes guyanaises n'ont pas assez d'argent et elles sont tout le temps en train de tendre la main à la CTG qui les écoute ou les écoute pas. Et les projets qui peuvent sortir en 4 mois, on a des maires très actifs ici, je ne vais pas citer de noms, on a des maires extrêmement actifs, contrairement à dire. On a des maires qui sont vraiment dévoués à leur commune, ils passent un temps fou dans leur commune. Mais quand ils vont à la CTG chercher les budgets, ça répond pas. Et j'étais à l'intérieur de la CTG, je sais de quoi je parle. Pour continuer sur ce sujet-là, parce que c'est un des sujets aussi que vous mettez en avant durant cette campagne, c'est la réforme de l'octroi de mer. Absolument. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, l'octroi de mer, c'est véritablement une débilité profonde, qui date de 4 siècles, qui a été faite par Colbert à l'époque. Il fallait ramasser l'argent pour construire l'armée, et notamment la marine française, parce que la France voulait être un grand État colonial. OK, à l'époque. Aujourd'hui, comment vous pouvez imaginer décemment qu'un commerçant, un industriel qui va acheter un produit en métropole et ailleurs, s'il achète en Chine, il paye l'octroi de mer et le droit de douane non plus, parce que ça a la double peine. Comment voulez-vous que cette personne qui va déjà aller trouver de l'argent à la banque, à gratter ses économies, à hypothéquer sa maison pour acheter le produit, on lui donne en plus, on lui demande en plus d'entrée 30%. Il doit laisser 30%. Imaginons, je vous donne juste un chiffre, imaginons qu'on importe pour 500 millions d'euros par an. 30% de 500 millions d'euros par an, ça fait 150 millions. Est-ce que vous croyez que ces 150 millions ne seraient pas mieux dans les caisses des entreprises que dans les caisses de la douane et de la CTG? Voilà, moi je pose la question. Pourquoi on fait payer les gens avant? Donc déjà, je ne suis pas d'accord sur l'octroi de mer. Mais comme je sais que je ne peux pas le supprimer dans un délai rapide, parce qu'il faut quand même veiller à ce que les collectivités continuent à avoir de l'argent, j'ai juste demandé à le décaler, comme la TVA. C'est-à-dire qu'au lieu que le commerçant paye au moment où il commande et le moment où le produit arrive au port de Cayenne-des-Grades-des-Cannes ou au port de Saint-Laurent, eh bien, on lui dit, monsieur, vous prenez la marchandise, allez travailler, et à chaque fois que vous vendez tous les 3 mois, pour la TVA, vous prenez un cabinet de comptable, expert comptable, comment on fait? Et puis vous déclarez. Vous avez vendu pour 17% de marchandises, vous déclarez 17% d'octroi de mer. Après, il faut qu'on parle des taux. C'est pas normal qu'on ait des taux à 30%. C'est absolument inadmissible. L'économie, on en a parlé. Est-ce que vous avez eu des engagements, Olivier Taoumi, de la part de votre camp sur tous les autres sujets qui font la Guyane aujourd'hui, qui font du mal à la Guyane, le désenclavement, l'état des services publics, l'éducation, la santé? Si vous arrivez au pouvoir sur tous ces points-là, qu'est-ce qui sera fait? Alors, nous avons, Monique Gouard et moi, commencé déjà à parler. Nous n'avons pas attendu d'être élus pour commencer à parler. Nous avons commencé à négocier. Nous sommes déjà dans la négociation. Nous avons négocié avec Madame Monique Gouard, avec ses états-majors au RN, et moi, j'ai négocié directement avec Monsieur Ciotti pour dire, voilà, il y a 2 sujets prioritaire, absolument prioritaire. Vous nous donnez immédiatement les moyens. Il faut qu'on voit le changement dès le mois de septembre, le mois d'octobre. C'est l'octroi de mer. Il suffit d'un décret pour décaler la date de perception. C'est très simple. On n'a pas besoin de l'Europe, on n'a besoin de personne, puisque c'est une réglementation locale et on aura peut-être besoin d'une délibération de la CTG. On verra bien si elle sera acquise ou pas. Et le désenclavement. Le désenclavement, on a demandé immédiatement aux états-majors de commencer à réfléchir à la manière de désenclaver la Guyane, et pas que le désenclavement par la route. Le désenclavement par la route, vous le savez, je me suis engagé auprès d'Apache, j'ai travaillé à côté d'Apache, et pour un certain nombre de raisons, Philippe Descon le sait, j'ai pris mes distances parce qu'il a été récupéré par un parti politique. Apache a été récupéré par un parti politique. Bon, je n'étais pas d'accord, donc j'ai pris mes distances. Je lui dis par contre, lorsque ce parti politique arrêtera sa récupération, je viendrai travailler avec vous. Moi, je veux aussi un désenclavement économique. Comment je fais le désenclavement économique? Je voudrais abattre les normes qui nous gênent. Et je veux créer une norme Guyane. Je veux créer une norme Guyane. C'est-à-dire que nos produits ici, ou les produits qu'on va acheter à l'extérieur, à l'étranger, au Brésil notamment, pour faire nos marchés publics, il suffit qu'ils remplissent des normes équivalentes aux normes européennes, aux normes AFNOR, et c'est la Guyane qui donne la validation. Je veux créer une norme Guyane. Ou dans quoi? Dans le bâtiment, dans le transport, dans l'alimentation,
tout en respectant les standards de qualité et d'exigence sanitaire, etc. Mais je veux que la norme soit faite ici et délivrée ici par la CTG ou par une instance qui peut dire, voilà, ce produit est équivalent, je lui donne la norme Guyane et je permets que les entrepreneurs qui vont postuler à la commande publique le mettent dans leur offre et dans les cahiers des charges des acheteurs publics, on achète beaucoup quand même ici, il faut qu'il y ait, ce produit doit respecter la norme CE ou la norme Guyane. Donc, je veux créer la norme Guyane. Olivier Taoumi, je vous avoue que je suis un peu surpris. Ça fait presque une quinzaine de minutes là qu'on est en train de se parler et vous n'avez toujours pas parlé d'immigration. C'est volontaire de votre part? C'est quoi votre position sur le sujet? Mais avant l'immigration, il faut d'abord parler de l'économie. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on va créer comme richesse dans ce pays et de quel type d'immigration on a besoin. Il n'est pas question de dire les immigrés doivent tous partir il faut d'abord dire de quoi on a besoin. La taille pertinente d'un territoire comme la Guyane, c'est 500 000 personnes. Pour qu'on ait une vraie économie qui fonctionne, qu'on ait une main-d'œuvre, que les entreprises puissent avoir un vrai marché, que les investisseurs extérieurs puissent croire en nous, il nous faut 500 000 personnes. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'on crée comme richesse? Je viens de dire, il faut qu'on crée de la richesse. Comment on crée de la richesse? D'abord, il faut à nouveau qu'on s'empare de nos richesses. Je voudrais sortir de la loi Hulot. Ça aussi, c'est une négociation que nous avons commencé. Donc sur les forages pétroliers. Alors, c'est ça. Et ça, c'est acté. Ils nous disent, OK, pas de problème. Si on passe, on vous sortira. Ensuite, je voudrais que la Guyane et les Guyanais profitent de ce qu'on appelle le manteau végétal guyanais, c'est-à-dire la forêt. Moi, je ne veux pas détruire notre forêt. Notre forêt est très importante. Je vais vous dire pourquoi. Mais je veux qu'elle soit valorisée, qu'elle nous génère de l'argent. Comment? Par les contrats de compensation carbone. Nous produisons des milliers et des milliers de tonnes d'oxygène que nous n'avons jamais monétisées. Donc il faut aller à la bourse de Londres et monétiser ces milliers de tonnes, des millions de tonnes d'oxygène. Ça pourrait rapporter combien? Mais alors, il faut d'abord, je l'avais demandé quand j'étais à la CTG, on devait même aller à Paris rencontrer les gens, et ça s'est jamais fait. Donc c'est très simple. On prend un expert qui va nous dire on a tant de millions, de milliers, de centaines de milliers de kilomètres carrés, il y a tant de densité de forêt par kilomètre carré, ça produit tant d'oxygène, c'est quelque chose de certifié par un organisme, par un établissement, par un cabinet agréé, et on va avec ça, et on va dire voilà, à Total, à Shell, à EDF, à qui vous voulez, à Renault, etc. Voilà, nous pouvons vous vendre des contrats de compensation carbone. Ensuite, l'or, bien sûr. L'or, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je ne suis pas d'accord sur le fait de dire il faut que tout le foncier revienne à la Guyane. Comment voulez-vous que la CTG vienne protéger le territoire? La CTG n'a pas de force armée, elle n'a pas la compétence en matière d'armes. On n'a pas de drone, on n'a rien. Comment voulez-vous qu'on protège? Donc il faut que l'État garde la propriété du sol parce qu'il faut que l'État protège le sol. Par contre, il nous donne l'usufruit. Il nous donne l'usufruit, c'est-à-dire que la Guyane bénéficie de la richesse produite par notre sol. On crée donc de la richesse. Voilà, on crée de la richesse, on désenclave les territoires, on désenclave par les normes. Une fois qu'on a créé de la richesse, la première chose à faire, selon moi, aujourd'hui, c'est que, comme on est dans une perspective inconnue au niveau de l'immigration, on arrête les entrées. Là, les entrées, c'est fini. On leur dit, écoutez, vous attendez. Il nous faut un petit peu de temps pour gérer. Quand vous arrivez à une séance de cinéma à 22h et que la salle est pleine, on vous dit, il n'y a plus de place. Vous revenez le lendemain. C'est pareil. C'est exactement pareil. Par contre, donc, vous voyez, j'ai déjà dit le mode opératoire, comment arrêter ça. 98% de cette immigration passe par les ports piroguiers. On contrôle les ports piroguiers, mais surtout on contrôle les piroguiers. Parce que c'est pas le port qu'il faut contrôler, ce sont les gens qui viennent vers le port. Il faut que chaque piroguier sache que s'il ne vient pas déposer ses passagers à ce port piroguier, il le fera une fois, deux fois, il va échapper, il va faire passer 5 personnes à droite, à gauche. Bien sûr que ça ne sera pas étanche, mais il se fera ramasser, il se fera attraper. Et donc, par contre, tous ceux qui passent par le port piroguier, il faut qu'on contrôle pourquoi ils viennent. Et tous ceux qui ne sont pas là pour des raisons légales, légitimes, c'est-à-dire les demandeurs, les faux demandeurs de réfugiés, de refuge, l'immigration clandestine économique, on la traite à la frontière. Et tous ceux qui n'ont pas à rentrer, on les renvoie dans les pays d'où ils viennent, pas leur pays d'origine. Quand les Haïtiens passent par le Suriname, on les renvoie au Suriname. Quand les Marocains passent par le Brésil, on les renvoie au Brésil. Et c'est le Brésil qui se débrouille avec eux. C'est le Suriname qui se débrouille avec eux. Nous, on n'a pas à payer leur billet d'avion pour qu'ils repartent à Casablanca. Olivier Taoumi, sur quoi est-ce qu'elle se joue cette campagne? Ça a à peine commencé que ça se termine déjà. Est-ce qu'au final ce sera pas la prime au nom déjà bien connu des électeurs guyanais ou de partis politiques qui sont clairement identifiés plutôt que justement sur le fond, le programme et les idées de chaque candidat? Moi je crois que les Guyanais sont bien plus intelligents qu'on le pense.
Et les Guyanais, dans ce contexte aujourd'hui, savent très bien que l'émotion ne marche plus. Et ils ont voté à l'émotion en 2022. Ils ont voté à l'émotion en 2022 pour M. Castor. Vous voulez que je vous donne le bilan de M. Castor ? 43 amendements, pas une seule fois, pas un amendement ne contient le mot Guyane. Pas un seul. Ce que je dis, c'est public, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. 43 amendements, pas un amendement ne contient le mot Guyane. Donc, la Guyane ne l'intéresse pas. 8 questions orales au gouvernement, une sur la Kanaki, donc 7, et 0 question écrite. Je l'ai dit, 0 question écrite. Par contre, il est parti à Bakou 2 fois. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Bakou ? On ne sait pas. Et dans ses déclarations récentes, il dit « Je suis le candidat de l'autonomie et les élus veulent l'autonomie ». Mais je crois qu'il s'est trompé d'élection. L'élu des élus, il s'appelle M. Georges Passion et Mme Finera Hort. Ils sont au Sénat. M. Jean-Victor Castor, c'est l'élu des citoyens. Vous, moi. Donc, il n'a pas à aller dire je suis le candidat des élus. On est le candidat du peuple. Donc, moi, je n'irai pas à Bakou parce que je n'ai rien à faire à Bakou. Et si c'est pour parler de la décolonisation, je suis désolé, je ne me sens pas colonisé. Dernière question, Olivier Taoumi, très rapidement, parce qu'on a déjà plus beaucoup de temps. C'est quoi le regard que vous avez sur tous ces appels ici en Guyane depuis ces derniers jours à voter contre vous, contre l'extrême droite, notamment cet appel de certains syndicalistes et du monde de la culture? Comment est-ce que vous le prenez? On est dans une démocratie, ils voteront, ils diront ce qu'ils voudront. Là, moi, je m'adresse aux Guyanais et je leur dis. Passons un contrat. Passons un contrat. Vous n'avez rien à perdre, vous avez déjà joué toutes les autres cartes, vous les avez toujours perdues. Jouez ma carte. Passons un contrat et je reviens à ce même micro, pas dans 2 ans. Je reviens dans 6 mois. Et je vous dis tout ce que j'ai fait. Parce que contrairement à ce que vous disent les autres candidats, laissez-nous finir le job. C'est pas vrai. C'est un nouveau mandat de 5 ans qui commence. On finit pas le match. C'est un nouveau match qui commence. C'est un nouveau match à l'Assemblée nationale. C'est 5 ans. C'est pas laissez-moi finir le travail. Il a eu un mandat qui a duré que 2 ans. Son bilan est absolument médiocre, quasiment qui confine au nul. Donc, je vous dis, ne votez pas avec l'émotion, votez avec votre cerveau et dites-vous bien, qui est capable d'aller voir le Premier ministre, le ministre, si c'est la majorité, la nôtre qui se dégage, pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, je veux que la Guyane obtienne ce budget, je veux que la route soit faite, je veux que vous me sortiez de la loi Hulot. Eh bien, le seul qui va pouvoir aller le faire, c'est Olivier Taoumi.